Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Désolé, on est un petit peu en retard. Bienvenue pour cette journée confiance numérique organisée par Archimag. On sera deux pour vous accompagner au cours de cette journée. Donc, Fabien Carré, qui est journaliste pour Archimag. Bonjour à Bonjour tous. Fabien. Bonjour à Et tous. moi, et moi-même, donc Eric Leven, journaliste aussi pour Archimag. Alors, vous savez, c'est la deuxième édition de cette journée qui sera rythmée par 8 sessions. Alors, on vous rappelle rapidement le programme. On s'arrêtera d'abord sur cette notion de confiance et ce qu'elle englobe dans une keynote d'ouverture avec deux speakers que je vais vous présenter juste après. Puis nous passerons aux technologies qui permettent de l'établir et de la maintenir avec, à partir de 10 heures, une session consacrée à la signature et au parapheur électronique. Puis Fabien, à 11h15, il sera question de... De KYC, fraude documentaire et identité numérique, on fera ensuite une petite pause pour déjeuner quand même. On reprendra ensuite à 13h45 pour s'intéresser à tout ce qui va être archivage électronique. À 14h45, Eric, je crois que tu as un focus Vitam. Oui, à 14h45, on complétera cette session archivage par un focus sur Vitam et sur les besoins du secteur public. Nous aurons cette année encore deux avocats spécialisés en droit des nouvelles technologies qui répondront à toutes vos questions pendant 30 minutes entre 15h15 et 15h45. Puis, nous nous interrogerons cette fois-ci sur le rôle de la blockchain dans l'établissement de cette confiance numérique avant de conclure la journée à 16h30 en évoquant les enjeux de la sécurité de demain. Alors bien sûr, vous avez le choix de nous suivre tout au long de la journée ou de nous rejoindre lors des sessions qui vous intéressent tout particulièrement. Le lien que vous avez reçu reste actif tout au long de la journée. Donc voilà, et je vous rappelle aussi que vous avez à tout moment la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions, vous voyez dans la petite vignette questions de GoToWebinar. Voilà, alors on voulait d'abord, pour démarrer cette journée, planter le décor et rappeler que la confiance est forcément une condition préalable à tout échange économique, hein, qu'il s'agisse de fournir un travail, d'investir, d'acheter un bien. Aucun des échanges, de ces échanges ne peut avoir lieu si la méfiance entre deux parties est trop forte. C'est quoi, en effet, l'intérêt pour vous, pour un acheteur de s'engager dans une transaction s'il craint de ne pas être livré, ou quel intérêt pour un collaborateur, un employé d'effectuer un travail s'il craint de ne pas percevoir de rémunération à la fin? Alors, la confiance, elle peut être décomposée en trois moments clés. Quand elle s'installe, enfin, je pense, quand elle fonctionne et quand elle est en crise, ce qui finit a priori toujours par arriver. Et aujourd'hui, il semble que la confiance est en crise, parce qu'entre les fraudes, les risques cyber, la corruption, la non-conformité, les risques sont finalement partout. Et donc, pour faire le point sur cette notion de confiance et sur les risques qui peuvent l'écorner, eh bien, nous avons invité deux personnes, Pascal Bénet, qui est PDG de Certilane, Certilane ou Certilane, Pascal, hein, on dit Certilane. Certilane, et Sylvain Staub, qui est CEO de Data Legal Drive. Alors, bien entendu, les médias parlent beaucoup de risques cyber, mais ils sont pas les seuls, vous allez voir. Mais alors, est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter, Pascal, des risques cyber, hein, déjà? Ah, oui, effectivement, il faut s'en inquiéter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde du web, c'est complètement incroyable dans son expansion. Et qui dit expansion du côté positif, il y a aussi le côté obscur qui est là et qui fait que de plus en plus, malheureusement, je fais souvent un comparatif avec ce qu'est nos océans aujourd'hui et la pollution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien tout ce qui est en train de se mettre en place, que ce soit au niveau des faux sites, des faux revendeurs, des fausses marques, et puis ce dont vous décriviez tout à l'heure, et qui est assez important. Donc, aujourd'hui, on a véritablement des enjeux qui sont importants et je dirais d'établir une relation de confiance entre les acteurs du web. Euh, si je prends aussi une analogie par rapport à ce qu'on fait dans notre ville, dans le monde réel, aujourd'hui, retrouver la confiance, c'est quelque chose qui est important. Mais quand vous êtes dans votre ville, vous allez voir votre banquier, votre assureur, ou même vous rentrez dans la boutique de votre opticien, vous savez que vous y êtes. En fin de compte, le vrai problème aujourd'hui dans le monde du web, c'est que, eh bien, on n'est jamais très sûr. Donc, il y a toujours ce doute de se dire, est-ce que je suis bien au bon endroit? Et c'est là où, en définitive, on a travaillé, nous, beaucoup plus, certainement, non pas sur la cybersécurité telle qu'on se l'entend, mais plutôt sur la cyberprévention. Parce que c'est ça qui est important, à mon avis, c'est beaucoup plus de rentrer sur cette cyberprévention qui nous paraît être l'un des gages pour l'internaute, en définitive, afin de le rassurer pour créer un environnement serein dans sa fonction en laissant ses données personnelles ou en faisant un achat
auprès d'un site. Et tout ça, de l'autre côté, pour l'entreprise, c'est aussi d'apporter une expérience client qui soit plus riche, puisqu'à partir du moment où il y a de la confiance, effectivement, les offres de services et cette communication que l'on doit avoir justement dans le monde du web sera beaucoup plus positive. Alors, il y a un constat qui est très clair aujourd'hui, c'est que côté entreprise, si on regarde bien au niveau des serveurs, tout ce qui se met en place, celles-ci sont de plus en plus performantes et concernant la sécurité, à la fois pour faire barrage aux attaques de toutes sortes, mais ça, je ne mettrai pas la liste tellement elle est importante, mais aussi d'identifier le client. Ce qui est important, c'est d'identifier le client de façon à ce que son parcours soit positif. Et là, les DSI et les experts sont là pour en être les garants. C'est pas là-dessus où, en fin de compte, notre objectif est le plus important. Nous ne sommes pas dans des produits de sécurité interne des serveurs. Par contre, côté internaute, moi, c'est ce qu'on appelle un peu le parcours du combattant. Souvent, les recommandations qu'on leur fait, c'est regarder si le site, il y a des fautes d'orthographe, regarder si le logo les logos sont de bonne qualité, enfin, etc. Le HTTPS, enfin, tout ce que l'on peut imaginer. Le HTTPS, parce que ça va surtout à être sur un dialogue sécurisé et non pas dire que vous êtes obligatoirement sur le bon site. Et donc là, on n'est pas face à des gens qui sont obligatoirement des experts. Et les questions qui se posent, il y a plusieurs questions qui se posent. Pour lui, c'est comment être sûr de se retrouver au bon endroit, comment être averti avant de passer des commandes, comment avoir la garantie d'être sur un site de revendeur officiel, comment être serein en laissant ses données. Et puis aussi, un nouveau, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, de plus en plus, on voit ces fameux bandeaux rouges en disant attention, ne répondez pas au site, aux questions, quoi que ce soit. En fin de compte, c'est devenu aussi un appel à la confiance de la part des fraudeurs qui mettent aussi ça, parce que pour eux, à partir du moment un internaute voit ça, dire bah oui, bah c'est normal, donc s'ils mettent ça, c'est que je suis bien sur le bon site. Et donc la question qui se pose, c'est maintenant que l'on pose à nos clients, aux entreprises, c'est comment faites-vous pour avertir votre client lorsqu'il est sur un site frauduleux? Eh bien, c'est bien là-dessus où, en fin de compte, on s'est posé toutes les questions pour aller plus loin. Et on s'est dit qu'il fallait avoir véritablement une rupture technologique et d'être voilà, dans la cyberprévention. Notre objectif de Certivate, c'était de créer des protocoles qui apportent une réponse dynamique à l'internaute avant qu'il laisse ses données personnelles ou avant qu'il fasse un achat sur un site qu'il regarde pour être sûr que le produit qu'il achète soit bien de la bonne marque. En définitive, ce que l'on fait, c'est qu'on va certifier la cohésion des données entre l'utilisateur, le site internet et la marque. Cette confiance, en fin de compte, nous, on a mis au cœur de notre stratégie celle de l'internaute. Je vous en parlais tout à l'heure, donc créer la confiance pour consommer et échanger sur les sites et les données du web, garantir une authenticité d'un site, et on verra que tout à l'heure, un site, on peut garantir le site, mais est-ce qu'il est vraiment revendeur officiel? C'est une chose qui est importante, et comment la marque peut créer de la cohérence sur son réseau. Certifier le référencement d'un site à la marque, mais aussi c'est vraiment tout un système de chaîne, c'est lutter aussi contre l'usurpation d'identité. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sur un site qui aujourd'hui fonctionne, est un mauvais site, en fin de compte, il va récupérer toutes les données. Et à partir du moment où il récupère toutes les données, il va pouvoir reprendre toutes les identités numériques du consommateur. Et de l'autre côté, pour garder cette confiance, il y a aussi des promesses de valeur qui doivent être apportées, excusez-moi, par les marques, que ce soit pour la labellisation de son réseau de e-revendeur. C'est plutôt que d'aller chercher des faux sites, déjà, il faudrait que la marque fasse ce travail de dire, ben voilà, moi je vais mettre en place quelque chose qui permet de véritablement mettre en avant mon réseau de revendeurs certifiés et d'apporter cette vraie signature. Ça, pour nous, c'est très important. C'est aussi pour les sites marchands, puisque, encore une fois, avec cette logique, c'est qu'à partir du moment où le site marchand, il est certifié, donc on lui apporte un label qui représente une vraie valeur pour lui. Valeur qui est liée à la marque qui certifie, dans ce cas-là, par l'intermédiaire de Certiland, que ce site est bien un revendeur officiel. Et puis pour les sites de service, garantir l'authenticité d'un site, c'est important, justement, parce que derrière, c'est éviter justement cette usurpation d'identité et donc lutter contre les fraudes en ligne. Comment ça marche notre système? C'est plutôt assez simple. On a voulu faire un système simple qui soit cohérent, mais qui permette surtout de créer une rupture dans la communication
Et ce que l'on a fait, on a développé donc tout un procédé qui permet en fin de compte à l'internaute d'aller charger une application qui s'appelle Certilène. Cette application, elle est complètement gratuite et anonyme, et elle permet simplement à un clic, que vous soyez sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, c'est d'apporter cette réponse simple. Oui, vous êtes bien sur le bon site, ou non, vous n'êtes pas sur le bon site. Et dans ce cas-là, SVP a arrêté. Et nous, ça permet là, dans ce cas-là, de collecter de l'information pour voir les sites qui sont frauduleux en dynamique. Mais aussi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'apporter pour la marque, par exemple, une cohérence sur le fait que la marque peut certifier par l'intermédiaire de Certilène que ce site-là est bien reconnu par la marque comme revendeur officiel. La certification en un clic, pour nous, c'est simple. Ça permet simplement aujourd'hui, grâce à notre procédé, de pouvoir en un clic sur le logo qui est présent sur le site de l'entreprise, de garantir le site, de labelliser un réseau de revendeurs, mais d'être aussi l'intermédiaire de confiance entre les différents acteurs, ce que j'expliquais tout à l'heure. Tout ça, ça a quand même c'est quand même une chose qui me paraît être importante. C'est de ce procédé qu'on a breveté à la fois en Europe, en France, enfin en Europe, en France bien sûr, mais aussi aux États-Unis et en Chine. Ça permet véritablement cette optimisation de la relation de confiance, d'avoir une diminution des risques juridiques qui nous paraissent essentiels. Je l'ai eu, moi, en fin de compte, mon expérience, c'est d'avoir fabriqué du matériel, de me retrouver face à des clients qui pensaient avoir acheté mon produit, qui n'était pas le bon produit, et qui m'ont mis au pénal. Et donc là, c'était plus un problème d'ordre commercial, mais d'ordre juridique. Derrière, d'avoir une protection de la réputation, et surtout d'avoir une communication positive. Là, tout à l'heure, je pense que mon confrère pourra en parler tout à l'heure sur cette communication positive. Et la communication positive pour nous, c'est la confiance. Et comme je vous l'expliquais, c'est d'avoir aucune information à la fois sur le client. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, on n'a aucune donnée personnelle ou quoi que ce soit. On lui apporte simplement le service. Et pour l'entreprise, c'est de ne capter aussi aucune information qui fera qu'à un moment donné, je pourrais tenter de pouvoir revendre des informations dans l'autre sens. Et ça, ce sont les vrais gages de service que l'on apporte au niveau de Certilène pour pouvoir justement apporter une solution qui soit fiable et cohérente dans ce que l'on veut avoir comme démarche vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du web. Parfait. Merci Pascal. Et Sylvain, de votre côté, quel regard vous portez justement sur cette notion de confiance, sur les risques qui sont liés, et quelle est votre réponse? Comment vous abordez le sujet? La confiance et la gouvernance, il y a un vrai lien, et effectivement, Pascal le disait, on a besoin de plus en plus de confiance. Et pourquoi on a besoin de plus en plus de confiance? À mon avis, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a une accélération, c'est pas nouveau, et on le dit depuis la fin du siècle dernier, il y a une accélération du digital, et donc une augmentation des flux, une rapidité des flux, une internationalisation des flux. Et puis, en parallèle, et c'est aussi d'ailleurs le corollaire du digital, du tout digital ou du plus digital, un besoin d'information des individus. C'est-à-dire que plus les individus sont connectés, plus les individus ont accès à de l'information ou veulent avoir accès à de l'information, donc finalement ont besoin de transparence, et donc il faut de la confiance. C'est finalement assez logique. Plus on ouvre les vannes dans le commerce, dans les flux, le flux de données, flux de marchandises, flux de services, flux de tout, et plus en même temps on donne accès aux individus à de l'information, bonne ou pas bonne d'ailleurs. D'où d'ailleurs le boulot de Pascal. C'est quoi la bonne information? C'est quoi le bon site? C'est quoi le bon produit? Évidemment, plus on ouvre les vannes, plus il faut des filtres, plus il faut de la confiance. Et pour ça, il y a quelque chose de finalement assez nouveau depuis, je dirais, une vingtaine d'années, qui est l'arrivée de la compliance, la conformité, et qui est de plus en plus progressive. Je ne sais pas si je peux projeter, j'avais fait quelques slides sur les différents sujets. Je ne sais pas si ça
Alors, Je ça, vous partage les droits. visuel, ou alors moi je le partage si tu veux. Oui, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Tu t'en occupes? Très bien, bah voilà. Non, c'est vous, Non, du coup, c'est moi? je Ok. m'occupais de vous laisser les droits, en fait. Super, merci. Et ben voilà, hop, je peux comme ça, je sais pas si tout le monde voit. C'est bon, oui. Oui. Voilà, bon. Alors ça, c'est pas très intéressant, c'est pas ça que je voulais montrer du tout, mais voilà, en fait, ouais, la conformité, c'est quelque chose qui finalement est le corollaire de ce besoin de confiance. Alors ça s'impose aux entreprises, mais c'est au bénéfice des entreprises, on va le voir, mais aussi évidemment des individus que nous sommes aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est tous patrons de boîte ou salariés, mais on est aussi des individus et on est aussi des acteurs. Et donc cette conformité de compliance, c'est quoi en fait? D'abord, quel périmètre? Le périmètre est de plus en plus large. Là, je mettais quelques éléments, mais en réalité, vous voyez à la fin, ma dernière bullet point, elle est très ouverte. Mais c'est la lutte contre la corruption, le blanchiment, le financement du terrorisme, les sanctions internationales, les embargos, les données personnelles avec la loi de 78 et puis le RGPD, et puis les autres réglementations mondiales, hein. La protection des droits humains, la protection de l'environnement, les conditions de travail avec des choses finalement assez nouvelles comme les protections des lanceurs d'alerte, la discrimination, l'égalité, etc. Ce sont des nouvelles problématiques, pas toujours nouvelles d'ailleurs, on va le voir, en tout cas renforcées ou nouvelles, qui sont à la charge de l'entreprise parce que il n'est pas possible aujourd'hui dans un monde où tout s'accélère, où tout est global, où tout est international, de ne pas tenir compte de ces questions-là. Et alors là, ce qui est intéressant, et c'est quoi la compliance et quelle est la confiance qu'il doit y avoir derrière, c'est qu'en fait, cette conformité, elle est mise à la charge des entreprises de manière très différente de ce qui se faisait avant. Il y a une incapacité désormais évidente des États à contrôler et à sanctionner ce type de problématiques là, dont je mettais quelques exemples, enfin c'est beaucoup d'exemples d'ailleurs. Incapacité des États à contrôler, à sanctionner ça. Pourquoi? Parce que, précisément parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, même une PME, même une TPE, elle héberge ses données aux quatre coins du monde en cloud sur des serveurs qu'elle-même ne maîtrise pas. Comment voulez-vous qu'un État contrôle? N'importe quelle entreprise qui fait de l'import-export a des fournisseurs et des fournisseurs secondaires, tertiaires, qu'elle ne connaît pas forcément et qui sont aux quatre coins du monde. Les entreprises sont aussi de plus en plus énormes, puissantes, et pas uniquement les GAFA. Les États ne sont pas capables de contrôler et de sanctionner l'ensemble de ces problématiques qui sont listées là, corruption, traitement des données personnelles, droits humains, environnement. En fait, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé progressivement? C'est cette notion de compliance qui finalement est une forme de de modification. Je dirais pas d'inversion, mais en tout cas de modification de la charge de la preuve. Avant, l'entreprise, elle devait se défendre lorsqu'on lui reprochait une faute. On lui disait, quelqu'un dans tes équipes a fait de la corruption, et elle devait se défendre. Aujourd'hui, l'entreprise va devoir montrer qu'elle a mis en place tous les processus pour éviter la corruption. Et c'est pareil en matière de données personnelles. Alors, je vais prendre un exemple juste après sur l'anticorruption, parce que je trouve que c'est assez flagrant, mais c'est la même chose dans les données personnelles et dans les différents pans de la compliance. Il y a une modification de la charge de la preuve, et ça entraîne pour les entreprises l'obligation, on va le voir, de définir des processus clairs, de les appliquer, ça c'est nouveau, d'impliquer les équipes dirigeantes. Il n'y a pas seulement une personne ou deux personnes qui doivent être informées ou impliquées, mais c'est la totalité des personnes majeures, clés de l'entreprise, voire de quasiment toutes les entreprises. Et puis, du coup, un renforcement du droit ou de nouvelles fonctions comme celle de DPO, de Compliance Officer, qui sont aussi des gens qui font de l'analyse de risque plus que du droit. Et alors, je prends cet exemple-là sur l'anticorruption, mais en réalité, on pourrait faire le même exemple avec les données personnelles et le RGPD. En fait, avant, il fallait éviter la faute. Maintenant, il faut piloter par les risques. Et ça, c'est très important. Piloter par les risques, c'est
mettre en place un ensemble de processus. Avant, et ça m'a amusé hier soir, je repensais à cette question de la corruption, et je me disais, mais en fait, la corruption, c'est pas nouveau, et ça date du code pénal, et le code pénal, c'est 1810, donc c'est franchement pas nouveau, ça fait 2 siècles. Et donc, je suis allé chercher hier soir l'article 179, enfin, il y a 4 ou 5 articles, je crois, de 178 à 183, et puis j'ai fait une synthèse de la phrase qui n'a pas d'intérêt en réalité pour cette keynote, mais pour vous dire qu'à l'époque, il y a 2 siècles, quiconque, pour obtenir un avantage, aura usé de moyens divers tendant à la corruption, sera puni de X. Voilà, donc c'était, si tu fais un acte de corruption, je vais te punir. Voilà, c'est ça la faute, il faut éviter la faute. Donc je vais éviter d'user de moyens tendant à la corruption parce que j'ai pas envie d'être puni. Bon, ok. Et ça, on peut le reprendre dans plein de sujets. Et aujourd'hui, la corruption, qui donc n'est pas nouvelle, puisqu'il y a déjà 2 siècles, on en parlait, elle est traitée par la loi Sapin II. Et la loi Sapin II, c'est une loi qui ne dit pas si tu fais de la corruption, tu seras puni. C'est une loi qui dit tu dois piloter par les risques, l'entreprise doit piloter par les risques, et ça veut dire qu'elle doit faire de la cartographie des risques, un code de conduite, un système d'alerte, former les équipes, impliquer les équipes dirigeantes, évaluer les tiers, faire des contrôles spécifiques. Et ça c'est très nouveau parce que finalement, c'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi de la loi. Voilà. La loi, c'était, si on le résume, et vraiment je fais ça à gros traits, le code pénal de 1810, le mode d'emploi de siècle après, c'est en fait, l'entreprise, elle doit prévenir, elle doit détecter, elle doit remédier la corruption. Et donc, elle doit mettre en œuvre un programme de conformité anticorruption qui doit être satisfaisant, qui doit être clair, qui doit être compris, qui doit être appliqué. Et donc, ça, c'est un mode d'emploi. Comment l'entreprise doit-elle faire pour éviter la corruption? Et donc, finalement, c'est l'entreprise qui doit mettre en œuvre, qui doit être capable de justifier qu'elle a mis en œuvre, qu'elle a défini, que c'est clair, qu'elle a mis en œuvre, qu'elle a contrôlé. Et donc, quand il y a un contrôle, c'est l'entreprise qui doit rapporter cette fameuse charge de la preuve dont je parlais. C'est l'entreprise qui doit dire, voilà, je suis capable de justifier que j'ai mis en place un programme de conformité anticorruption satisfaisant ou un programme de protection des données personnelles satisfaisant ou un programme de vérification de la trace carbone des flux que je génère dans mes imports-exports, etc., etc. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années parce que finalement, ça a commencé aussi avec la conformité financière, celle des banques, des assurances. Après, on est passé à la conformité extra-financière. Et puis, Sarbanes-Oxley, c'est pas non plus extrêmement nouveau, mais moi, je dirais que ça fait une vingtaine d'années. Alors ça, c'est important parce que l'entreprise s'implique, elle implique ses instances dirigeantes, elle forme les personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a une descente de l'information et de la prise en compte de ces risques-là au sein de l'entreprise. Ce qui génère un besoin de confiance, puisque finalement, les salariés dans l'entreprise, ils savent parfaitement que certains flux peuvent être l'objet de corruption, de blanchiment, de malversation de données personnelles, de problématiques de sécurité IT, ou qu'il peut y avoir des problèmes de discrimination. En fait, finalement, tout le monde le sait dans l'entreprise, tout le monde le sait dans le public, j'allais dire, et donc ça rend ce besoin de transparence accru, puisque finalement, dans l'entreprise, ça se sait à l'extérieur, et donc c'est un cercle vertueux, on peut dire, puisque ça oblige l'entreprise à être meilleure. Alors, la conséquence de ça, et je vais aller très vite parce que on va me dire que je suis trop long, c'est toujours le problème avec les avocats, ils sont toujours trop longs. Il y a quand même, vous voyez les slides, hein, ouais. Qui ont changé. Et donc, en fait, il y a des sanctions. J'en ai mis 4 et je vais pas les commenter toutes les 4, loin de là. Il y en a des dizaines et des centaines, surtout si on prend les différents pans de la conformité. Les 2 premiers, Dédalus, Carrefour France, c'est sur le grief de RGPD. Airbus, Alstom, c'est l'anticorruption. C'est simplement pour dire que tout ça n'est pas théorique, qu'il y a des vraies sanctions, que la plus ancienne des 4 exemples que j'ai pris, Alstom en décembre 2004, 630 millions, et puis Airbus, qui est une décision assez emblématique, 3,6 milliards pour Airbus, versé au ministère de la Justice américain, l'équivalent en Grande-Bretagne et le 3e tiers, ou en tout cas la 3e partie en France, une sanction internationale de corruption. Carrefour France, manquement au RGPD, 2,250 millions. Et puis Dédalus, c'est très récent, pour ça que je l'ai mis aussi, avril 2022. Mais je l'ai mis parce que Dédalus, c'est intéressant. Dédalus, vend des logiciels de
laboratoires d'analyse de données médicales. Donc, on est quand même dans quelque chose de sensible. Il y a plus de 490 000 patients de laboratoires d'analyse dont les données personnelles ont été diffusées sur Internet. Et les données personnelles de ces 490 000 patients, c'est les identifiants, les mots de passe, les numéros de sécurité sociale, les commentaires libres sur les données de santé, donc c'est des informations médicales, les pathologies, les traitements suivis, les données génétiques, les données relatives aux médecins, la mutuelle, enfin, c'est quand même des données extrêmement sensibles, extrêmement personnelles, 490 000 patients. Vous voyez un peu l'état de la problématique. Et donc, la sanction, en l'occurrence importante, permet de voir à quel point on ne peut pas jouer avec ça et à quel point il y a un risque important de sanction. Ça fait quand même, cette sanction, 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise et plus de la totalité du bénéfice annuel. C'est-à-dire qu'il avait un bénéfice, je crois, de 1,4 million et la sanction est de 1,5 million. Donc plus de la totalité Voilà. C'est pas rien et là encore, c'est une sanction de manquement sur le fondement du RGPD, enfin un manquement aux articles 28, 29, 32 en l'occurrence du RGPD, c'est-à-dire un manquement à l'obligation d'encadrer les traitements, encadrer contractuellement, un manquement à une obligation très précise qui n'est pas dans le RGPD en tant que tel, mais qui découle de ce mode d'emploi qu'est le RGPD. L'obligation pour le sous-traitant de respecter les instructions du responsable de traitement, obligation de mettre en place des mesures suffisantes de sécurisation des données lors de la migration. Ce sont des manquements à des obligations précises qui découlent de ce mode d'emploi qui est le RGPD, mode d'emploi par rapport à la loi qu'on avait en 1978, qui était beaucoup plus simple. Tout à l'heure, je faisais la comparaison avec l'anticorruption, mais c'est pareil en matière de données. Voilà, vous avez la différence entre la loi et le mode d'emploi qui est en fait la conformité, avec des risques de sanctions importants et des sanctions, il y en a des dizaines et des centaines, donc ce n'est pas simplement les quatre dont j'ai parlé. Alors, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez toujours l'écran. On a le slide des sanctions. Vous avez les slides des sanctions il reste ouais, une minute ou deux, pas plus. Je suis désolé, Sylvain. Ouais, je comprends. Et alors donc en fait, là le partage est en pause, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Simplement pour vous dire qu'il y a des moyens. C'est une nouvelle problématique pour les entreprises et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Au moins pour la partie lanceur d'alerte, données personnelles. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que puisqu'il y a un cadre de plus en plus clair, avec un mode d'emploi de plus en plus clair et en même temps assez souple, qui permet à chaque entreprise de se caler sur ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ses flux et ses zones de risque, eh bien, nouvelle problématique égale nouveau métier. Il y a 21 000 DPO en France en 2020. Il y en avait 10 000 de moins l'année d'avant. Donc, vous voyez qu'il y a une progression quasiment double tous les ans. Donc, des nouveaux métiers, DPO. Compliance Officer, nouveau métier. Puisqu'il y a de nouveaux métiers, il y a besoin de nouveaux logiciels métiers. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des logiciels métiers. C'est aussi l'objet social de Data Legal Drive que d'éditer une plateforme de conformité juridique sur le RGPD, ce qu'on fait depuis 4 ans, sur l'anticorruption et Sapin 2, ce qu'on fait depuis cette année. Et dans tous les cas, que ce soit pour les données personnelles ou l'anticorruption, une plateforme qui permet de gérer les workflows de pilotage, les analyses d'impact, les scénarios de maîtrise de risque, les audits et les contrôles internes, la gestion des contenus juridiques, la formation des salariés, c'est-à-dire finalement tous les besoins de l'entreprise pour respecter une obligation. N'oublions pas que la conformité, c'est une obligation, soit les données personnelles, soit l'anticorruption. Voilà, donc il y a des nouveaux métiers et il y a des nouveaux logiciels et c'est normal, ce sont des logiciels métiers comme il y avait dans d'autres métiers qui sont créés avant. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de CRM et puis maintenant, il y a un vrai métier autour de ça, donc il y a des CRM. Il n'y avait pas non plus de conformité et maintenant, il y a un vrai métier et un vrai besoin, donc il y a des vrais logiciels. C'est l'objet de Data Legal Drive et c'est ce qu'on fait tous les jours sur les données personnelles et l'anticorruption. Voilà, j'ai dépassé 3 minutes. Pardon. Non, mais merci en tout cas à tous les deux pour votre regard sur la cyberprévention d'un côté
et la compliance donc de l'autre. Je vous invite, si vous avez besoin d'informations complémentaires, à vous rendre sur les sites de Certilane et de Data Legal Drive, comme ça vous aurez tous les contacts et les informations nécessaires. Merci à tous les deux. Je vous dis bonne journée, à une prochaine fois si on a l'occasion de se recroiser. Merci encore. Et puis alors on va passer. Au revoir Sylvain, au revoir Pascal. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.